Bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'animation de personnages de synthèse. Je m'appelle Ludovic Oyet, je suis chargé de recherche à l'INRIA et je travaille sur toutes les problématiques d'animation, de création de mouvements pour des personnages de synthèse et en particulier sur la création de mouvements visuellement plausibles, c'est-à-dire essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on va percevoir un mouvement comme étant naturel lorsqu'on l'applique sur un personnage de synthèse. Donc dans ce cours, on va parler d'animation de mouvements de personnages, et donc notre but principal, c'est de comprendre comment faire bouger les choses. Par chose, on entend un certain nombre d'éléments. En particulier, ce qui nous intéresse, c'est donc le mouvement de personnages virtuels, et c'est comprendre comment est-ce qu'on va pouvoir passer d'un modèle tel que celui qu'on voit sur la gauche à ce niveau-là, un modèle 3D d'un personnage, et on va pouvoir être capable de faire bouger ce personnage, de le contrôler, de choisir quelles animations jouer, et ainsi de suite. Et donc là, par exemple, c'est des exemples d'animations qui sont issus d'une technique qui s'appelle le motion matching, qui a été développée par Ubisoft pour leurs jeux, notamment For Honor. Donc là, on parle jusque-là d'animation de personnages de synthèse, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les méthodes et les algorithmes qu'on va présenter dans ce cours, en fait, ils sont génériques, et un certain nombre de ces méthodes vient même en fait du domaine de la robotique, et peuvent être utilisées pour animer aussi, pour faire bouger des robots que ce soit des robots humanoïdes, comme on voit sur la gauche avec le robot HRP2, mais aussi des robots plus simples avec des chaînes cinématiques beaucoup plus simplistes, mais qui vont nous permettre de contrôler, par exemple, l'extrémité du robot en position et orientation. Dans ce cours, en particulier, on va se focaliser sur ce qu'on appelle la cinématique. Donc la cinématique, c'est la branche de la mécanique qui s'intéresse au mouvement des objets sans s'intéresser aux forces qui créent ces mouvements. Typiquement, donc, la cinématique en fait permet de décrire les positions des différentes parties du corps comme étant une fonction des articulations, des angles aux articulations. Et c'est majoritairement les approches qui sont utilisées en animation pour pouvoir faire bouger, par exemple, les personnages de synthèse. Donc on parle de cinématique, et en opposition, on a aussi un certain nombre de méthodes qui sont des méthodes qui sont plus liées à la dynamique, à la physique. Donc c'est aussi des méthodes qui vont être utilisées en animation, typiquement aussi pour être capable de créer des personnages qui vont être capables de réagir à un certain nombre de forces et de perturbations extérieures. Donc c'est des choses qu'on ne va pas explorer dans ce cours, mais c'est important de savoir que ça existe, et toutes ces méthodes basées dynamiques, basées physiques, et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elles décrivent les positions des différentes parties du corps comme étant une fonction des masses et des forces qui s'appliquent sur ce corps. Donc, comme je vous le disais, on va s'intéresser particulièrement à la cinématique, donc essayer de comprendre comment les différentes parties du corps bougent en tant que fonction des angles aux articulations. Donc ce cours est divisé principalement en deux parties. On commence aujourd'hui par tout ce qui est modélisation hiérarchique, et ensuite, par la suite, on parlera de cinématique directe et de cinématique inverse. Et lorsqu'on aura posé toutes ces bases de modélisation hiérarchique et de cinématique, on va pouvoir parler d'approches basées capture de mouvement, d'approches essayant d'éditer les mouvements, et d'approches qui vont se focaliser sur le contrôle des mouvements des personnages de synthèse. Donc, la première partie de ce cours, aujourd'hui, va parler de modélisation hiérarchique. Donc, le but de la modélisation hiérarchique est de créer des modèles complexes à partir de modèles simples. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on prend l'exemple, par exemple, de la voiture qu'on voit ici, l'idée, c'est que la voiture est un modèle complexe qui est composé d'un certain nombre d'éléments, et on va pouvoir représenter la structure de cet objet comme étant une combinaison hiérarchique de différents objets. Donc, par exemple, la voiture va être composée d'une carrosserie et de 4 roues. Chaque roue étant elle-même composée d'un pneu et de 5 vis, ou d'une jante et de 5 vis, et ainsi de suite. Et donc on va pouvoir décrire l'ensemble des éléments de l'objet comme étant une hiérarchie composée de modèles simples. Donc on va pouvoir l'utiliser pour des modèles tels que la voiture qui est ici, mais c'est exactement la même chose qui est utilisée pour s'occuper de l'animation de personnages de synthèse et des animations plus complexes.
où la structure hiérarchique va correspondre au squelette de nos personnages, ici par exemple avec une racine qui va correspondre au bassin, et on va avoir différentes branches qui vont partir, qui vont permettre de représenter la hiérarchie, avec les différents bras, la colonne vertébrale. Sur cette colonne se rattachent les deux bras et le cou, ainsi que la tête. À partir du bassin, il y a aussi les deux jambes qui partent. Et au niveau de chaque bras, on va avoir un moment aussi une complexification avec la présentation, par exemple, des éléments de la hiérarchie de la main, et ainsi de suite. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces approches qu'on utilise en animation, c'est la même chose qui est utilisée en robotique pour représenter les hiérarchies, par exemple, des robots tels que les robots humanoïdes, ou aussi bien que les robots, les chaînes cinématiques que je vous ai présentées tout à l'heure. Donc, lorsqu'on parle de modélisation hiérarchique, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'idée, c'est on crée un modèle qui va être composé de liens hiérarchiques, et typiquement qui va être représenté par une structure sous forme, qui est en fait un arbre. Dans cet arbre, il y a un ensemble de nœuds qui sont connectés par des arcs, et ces nœuds et arcs vont permettre de créer un certain nombre de relations de type parent-enfant. Donc dans cet arbre, le nœud le plus élevé, le premier nœud de l'arbre, s'appelle la racine, et les nœuds qui, eux, n'ont pas d'arc descendant sont appelés des feuilles. À ces nœuds, on va aussi associer un certain nombre de systèmes de coordonnées. Donc typiquement, la racine de l'arbre a une transformation qui est représentée dans le système de coordonnées global, donc dans le système de coordonnées du monde. Et tous les autres nœuds vont avoir des transformations qui sont représentées comme étant des transformations locales relatives à leurs parents. Et donc on a des transformations qui sont dans le système de coordonnées local. Et donc ces transformations, qu'elles soient locales ou globales, vont être représentées comme étant une combinaison de translation, rotation et d'homothétie. Et donc à gauche par exemple ici, on a un exemple en fait d'une structure très simple, où on va avoir un élément, une base qui est notre racine, qui a un enfant qui va être du coup l'élément upper arm, qui lui-même va avoir un autre enfant, donc un autre nœud qui va être le lower arm, et ces différents nœuds vont être connectés par un ensemble d'articulations qui sont représentées par les arcs. Donc, dans ces structures hiérarchiques, on a une certaine terminologie qui est utilisée, donc terminologie que vous connaissez peut-être, mais qu'on va juste représenter très rapidement. Donc, on parle de nœuds enfants. Donc, les nœuds enfants, c'est l'ensemble des nœuds qui sont des descendants immédiats du nœud qui est en question, sur lequel on est en train de travailler. Donc, par exemple, dans le cas de la voiture, la roue est un enfant de la voiture au niveau de la racine de la voiture. On va aussi parler de nœud parent, qui est le nœud dont le nœud en question sur lequel on est en train de travailler descend. Donc dans ce cas-là, par exemple, le pneu a pour parent, du coup, l'élément roue. Et finalement, on en a déjà parlé, mais on va le renommer à ce niveau-là. On a aussi le nœud racine, qui est l'ancêtre de tous les nœuds de l'arbre, donc du graphe sur lequel on travaille, et qui, lui, n'a pas de parent. Donc, ce nœud racine, on l'a déjà évoqué très rapidement, est représenté par une transformation globale. Typiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la transformation du nœud racine permet de positionner et d'orienter toute la structure dans le système de coordonnées du monde. Ça veut dire que, en fait, tous les nœuds de la structure vont indirectement être affectés par cette transformation. Et donc, typiquement, ce qui se passe, c'est qu'en changeant, par exemple, la transformation associée à la racine de la structure, on se retrouve bien avec tout l'ensemble des sous-nœuds de la structure qui sont aussi déplacés de façon indirecte. Donc, on parle aussi, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, de nœuds enfants, et typiquement, ce qu'il faut comprendre, c'est que les nœuds enfants sont déjà tout d'abord représentés comme étant une transformation initiale par rapport à leurs parents. Donc, cette transformation qu'on appelle DI plus 1 à ce niveau-là. Donc, cette transformation, elle permet de positionner le nœud en question par rapport à son parent. Et donc, par exemple, dans cet exemple-là, ça permet de présenter que
le segment terminal qui est à ce niveau-là va être translaté d'un certain nombre d'unités sur l'axe Y, donc l'axe vert qui est à ce niveau-là, dans le système de coordonnées du parent. Donc typiquement, ça représente ce qu'on pourrait appeler une configuration neutre du nœud par rapport au nœud parent. À cette transformation initiale, en fait, on va rajouter au moment de l'aliénation une transformation variable. Cette transformation variable, en fait, elle va permettre de représenter le mouvement effectif du nœud en question par rapport à son parent. Et typiquement, ça va permettre de représenter que le nœud va pouvoir bouger, par exemple, à ce niveau-là, avoir une certaine transformation, une rotation par rapport à cet axe Z par rapport à son parent. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois qu'on a défini toute cette structure, la configuration globale de la structure est représentée comme une succession de transformations. Succession de transformations qui vont de la racine, la transformation globale de la racine qui permet de positionner l'élément dans la scène, vers les enfants. Donc l'ensemble, la concaténation des transformations locales successives. On l'a déjà dit tout à l'heure, typiquement, ce qu'on stocke dans la structure, à part pour la racine, donc pour tous les éléments, tous les autres nœuds de la racine, on va stocker la transformation locale, transformation qui permet de représenter la position et l'orientation relative aux parents. Ça permet de contrôler notamment des sous-parties de la structure. Donc à partir du moment où on va faire une transformation sur un élément de la structure, ça va avoir un effet sur tous les enfants et sur toute la partie antérieure de la structure. Mais ça permet aussi pour autant d'être capable de recalculer la transformation globale de chaque nœud. Donc il faut comprendre qu'on stocke la transformation locale dans la structure, mais pour autant chaque nœud a bien une transformation globale dans le monde que l'on va pouvoir recalculer. Donc si on fait le parallèle pour pouvoir essayer d'illustrer ce concept de transformation hiérarchique, si on avait une structure simple où la racine est représentée par le Soleil, et le Soleil a un enfant qui serait la Terre. Donc typiquement, si on estime que la Terre est à une distance à peu près constante du Soleil, on est capable de paramétriser le mouvement de la Terre par rapport au Soleil comme ayant une trajectoire ellipsoïde ou en tout cas plus ou moins circulaire. Donc ça veut dire qu'on est capable de représenter par rapport à la transformation locale de la Terre par rapport au Soleil, où est la Terre dans l'espace, dans le système de coordonnées global. Si à ce nœud Terre, on rajoute un nœud enfant qui serait la Lune, et que donc la transformation de la Lune, on la stocke bien comme étant une transformation locale par rapport à la Terre, on est capable donc d'exprimer le mouvement de la Lune par rapport à la Terre, et pour autant, à n'importe quel moment, on est capable de recalculer la position et orientation globale du nœud Lune par rapport au Soleil, comme étant une concaténation des transformations successives. Donc, comment calculer ces transformations globales, ces concaténations de transformations successives? C'est quelque chose qu'on va voir dans le cours suivant sur ce qu'on appelle la cinématique directe. Donc, les transformations qu'on peut réaliser sont nombreuses et variées, mais typiquement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va pouvoir les réaliser sur tous les nœuds du graphe. Par exemple, on va pouvoir faire des translations au niveau de la racine. On peut aussi bien faire un certain nombre d'orientations uniquement sur la première articulation, ou une rotation uniquement sur la seconde articulation. Mais à partir du moment où on va pouvoir combiner tous ces éléments, on va pouvoir créer un certain nombre de transformations hiérarchiques complexes, où en ayant translaté la racine et créé une orientation locale de la première articulation et une orientation locale de la seconde articulation, on est capable de combiner toutes ces transformations pour créer une configuration complexe. Donc, dans ce cours, on va beaucoup parler d'animation de personnages de synthèse. Donc ça veut dire qu'à un moment, il va falloir qu'on soit capable de représenter la structure d'un personnage. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de la structure d'un être humain, notre corps est composé de plus de 200 os et de 600 muscles nommés, plus un ensemble de tissus mous, de ligaments, de tendons qui contribuent à la création de nos mouvements.
Mais typiquement, ce qui va créer le mouvement de façon principale, enfin la façon dont on bouge, c'est en utilisant nos muscles. Donc les muscles, en se contractant, vont donc raccourcir et rapprocher les deux extrémités du muscle et donc potentiellement créer des mouvements au niveau des articulations. Donc les mouvements étant basés sur les muscles, et les muscles étant basés sur des lignes d'action qui dépendent de où sont attachés les muscles sur notre corps, on se retrouve avec avec un modèle qui est extrêmement complexe. Donc pour des besoins d'animation, on va avoir besoin de simplifier ces modèles. Donc on a énormément d'articulations, on a énormément d'actuateurs qui sont très difficiles à définir, et donc on va vouloir simplifier la représentation de ce corps, et notamment en utilisant des transformations qui seront généralement des rotations. Donc pour réaliser ces simplifications, on va se baser principalement sur deux hypothèses. Donc pour créer un squelette humain, donc une structure hiérarchique représentant le squelette humain, on va déjà faire l'hypothèse que le corps humain, lorsqu'on va vouloir l'animer, est composé d'un ensemble de solides rigides articulés. Et chaque solide rigide articulé permettant de représenter un ou plusieurs os. Donc c'est facile de se rendre compte, par exemple, à niveau d'un élément comme le fémur ou l'humérus à ce niveau-là, qu'on va pouvoir représenter la structure, ce segment-là, à ce niveau-là, comme étant un arc entre deux articulations. Donc là où les simplifications sont beaucoup plus complexes, c'est lorsqu'on va aller sur des zones du corps qui sont beaucoup plus subtiles que simplement l'utilisation d'un seul os. Typiquement, si on regarde la structure par exemple de l'avant-bras, qui va utiliser le radius et l'ulna, dans le cadre de la simulation, donc la création d'un modèle de squelette virtuel, on va donc faire l'hypothèse que le segment de l'avant-bras, qui dans le corps humain est composé de deux os, va être en fait composé d'un seul élément solide, rigide, et qu'on va pouvoir articuler. Donc ça veut dire qu'il y a un moment, ces deux os qui, en combinaison avec les muscles, nous permettent d'avoir des mouvements assez subtils de la main et notamment de gérer tout ce qui est pronation, supination au niveau de notre corps. Il y a un moment, on risque de perdre un certain nombre d'informations en faisant ces hypothèses et on va donc devoir retrouver une manière de rajouter ces informations, tous ces détails, ensuite au moment de l'animation. Donc on va devoir proposer un certain nombre de hacks, de tweaks pour pouvoir essayer de se rapprocher autant que possible des mouvements naturellement réalisés par un humain. Donc, à ce niveau-là, on parle bien entendu des simplifications qui sont réalisées par exemple sur un membre tel que l'avant-bras. Mais par exemple, on voit bien sur cette structure ici qui est créée, donc par exemple, où on va représenter le squelette humain comme étant du coup une structure avec par exemple ici 8 vertèbres, la tête, le haut de la tête. Déjà, le simple fait sur la colonne vertébrale, on va donc simplifier la colonne vertébrale comme étant du coup une chaîne de 8 segments. Là où le corps humain, lui, comprend 24 vertèbres qui peuvent bouger et 2 vertèbres fixes. Donc typiquement, on va devoir faire clairement un certain nombre de simplifications pour pouvoir gérer la complexité du modèle. Dans tous les cas, ici, on se retrouve par exemple à choisir, à définir une structure. Et donc, typiquement, ce qui va se passer, c'est que par exemple, à ce niveau-là, cette structure, une fois qu'on la déplie, on se retrouve bien à retrouver cette structure en forme d'arbre, où la racine va correspondre du coup au nœud bassin. Ce bassin va avoir 3 enfants, la hanche droite, la hanche gauche, la première vertèbre, et chaque enfant ayant ensuite une chaîne cinématique qui potentiellement se redécoupe elle-même en un certain nombre d'enfants et de chaînes secondaires, et ainsi de suite. Donc, je vous ai parlé de cette première hypothèse qui est que le corps humain, donc on fait l'hypothèse que la représentation est faite de solides rigides, et l'idée c'est que ces solides rigides vont être articulés, et ces articulations, on va en fait en faire l'hypothèse qu'elles sont parfaites. C'est-à-dire qu'on va avoir des articulations qui vont simplifier la façon dont les os s'articulent au niveau de nos articulations humaines. Et donc ça fait introduire le concept de degré de liberté. Donc typiquement ce qu'on va utiliser, c'est qu'on va utiliser un certain nombre d'articulations qui n'ont qu'un seul degré de liberté, telles que l'articulation par exemple du coude ou du genou. On va vouloir simplifier ces articulations de cette manière-là. Dans certains cas, par exemple, tels que la jonction entre
claviculaire, on va donc avoir une articulation à 2 degrés de liberté. Et pour tous les autres cas, tels que par exemple, souvent, généralement, le poignet, les chevilles, la hanche, les épaules, on va avoir des articulations telles que les articulations rotules, où on va avoir 3 degrés de liberté, qui nous permettent, par exemple, dans le cas de l'épaule, de représenter l'abduction, adduction, la flexion-extension et rotation interne, rotation externe. Pour autant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces articulations, elles sont très simples, elles sont extrêmement simplifiées, elles sont parfaites sur 3 degrés de liberté, là où nos articulations humaines vont avoir des subtilités beaucoup plus importantes, avec des glissements, avec des choses qui ne sont pas parfaitement sur 3 degrés de liberté, sur 3 axes en permanence. Pour autant, c'est des choses qu'on est obligé de mettre en place pour simplifier la représentation des mouvements et pour pouvoir animer les structures hiérarchiques, et notamment les personnages de synthèse derrière. Donc voilà l'exemple, par exemple, voilà l'exemple qui est lié au schéma que je vous ai présenté tout à l'heure, où on a donc un bassin. Ce bassin est associé donc à un enfant qui est du coup le fémur, qui est lié par un arc à une rotation, à une articulation à 3 degrés de liberté. Le fémur s'articule avec le tibia avec une articulation à 1 degré de liberté, ensuite pour aller jusqu'au pied, donc avec une articulation cheville à 3 degrés de liberté, et on peut donc représenter toute la structure de cette façon-là. À partir du moment où on a défini la structure hiérarchique, ce qu'on va vouloir pouvoir faire, c'est l'animer. Donc je vous le disais tout à l'heure, chaque nœud a une transformation qui est une sorte de transformation initiale neutre qui permet de positionner le nœud par rapport à son parent. Et ensuite, on va rajouter une information variable qui va permettre de créer le mouvement de la structure. Et typiquement, toutes ces informations variables, on va leur représenter, la stocker dans un vecteur des degrés de liberté, donc c'est typiquement le vecteur Q qui va représenter la posture en cours, et ce vecteur Q va notamment généralement inclure la transformation globale du route, donc les 3 informations de translation sur X, Y, Z par exemple, et les 3 informations d'orientation globale. Et ensuite, on va aussi avoir les transformations locales, donc par exemple, les 3 transformations locales d'orientation pour chaque segment de la structure hiérarchique. Et à partir du moment où on a donc défini ce vecteur Q, lorsqu'on va l'appliquer sur notre structure hiérarchique, on va être capable de créer une posture représentant un personnage, le mouvement d'un personnage ou plus généralement d'une chaîne cinématique. Donc voilà pour la première partie du cours sur la modélisation hiérarchique. Donc ce qu'il faut retenir et comprendre sur cette première partie de modélisation, c'est que la structure hiérarchique est représentée généralement par une structure d'arbre, où la racine de l'arbre va permettre de représenter la transformation globale, donc le positionnement par rapport au monde de notre structure, et où tous les nœuds qui descendent de la racine vont, eux, être représentés par rapport à leur transformation relative à leurs parents, donc une transformation locale, et la combinaison de toutes ces transformations, qui sont représentées comme des combinaisons de translation, de rotation, d'homothétie, la combinaison de toutes ces transformations, ces combinaisons successives, vont nous permettre ensuite de définir la configuration de l'ensemble de la structure. Et notamment, cette configuration va être stockée dans le vecteur de la posture Q qui va représenter l'ensemble des degrés de liberté de notre système. Il est important de retenir que ces structures hiérarchiques vont être généralement faciles à mettre en place pour des modèles simples, mais à partir du moment où on va travailler sur des modèles plus complexes tels que le corps humain, on va devoir faire un certain nombre de simplifications. Et dans le cadre du corps humain, typiquement, les simplifications qu'on va faire, c'est qu'on fait l'hypothèse que les segments sont des segments rigides articulés et que chaque segment représente un ou plusieurs os. On n'en a pas parlé, mais par exemple, on fait l'hypothèse, on fait la simplification au niveau de la colonne vertébrale, mais on fait aussi la simplification sur le fait qu'on ne prend pas en compte les côtes dans le modèle. Et on fait aussi l'hypothèse que ces solides rigides articulés sont articulés par des articulations qui vont être parfaites, ce qui fait généralement extrêmement simplifié, avec des articulations à 1, 2 ou 3 degrés de liberté. Donc, dans la suite de ce cours, on va parler de cinématique directe et de cinématique inverse qui utilisent directement ces structures hiérarchiques
pour réaliser l'animation et la configuration des différentes structures.